Vostra. C'est vrai que l'argent, il est quand même investi beaucoup dans le maintenir les anciens médias. Tant mieux, moi je suis un lecteur abonné, par exemple, au Monde, au Parisien. Par contre, pour les médias numériques naissants, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément tous accès au capital. Ou alors quand ils ont accès, c'est toujours, il n'y a jamais assez. Donc ils vivotent. Et donc c'est une économie qui est précaire quand même. Et par ailleurs, le système d'aide, il est basé sur la forme écrite. Et nous, on a une rédaction, un directeur de la rédaction, des journalistes permanents et pigistes, ils ont des cartes de presse, mais on n'a pas d'aide à la presse parce qu'on est sous forme audio. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, donc, pour partager cet épisode, Joël Ronez. Joël, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le président et cofondateur de Binge Audio, un des plus anciens studios de podcast en France. Oui, on a démarré le podcast en 2015 sous la forme de petites émissions de pop culture, une émission qui s'appelait No Ciné, une autre qui s'appelait No Fun sur le rap, No Game aussi, on a fait sur le jeu vidéo, c'était des talks. Et on était au Tank à l'époque, c'était rue des Taillandiers, à côté de Bastille. Leur fameux bureau. Voilà, j'étais tout seul. Puis ensuite avec une collaboratrice, et puis on dépliait le matériel sur la table de la salle à manger en bas. On enregistrait, on repliait tout ça entre midi et 2, et puis on a commencé à les mettre en ligne, et puis voilà. Et à partir de 2016, je me suis associé donc avec Gabrielle Boéry-Charles, qui est directrice générale, et un peu plus tard avec David Carzon, qui est directeur de la rédaction, et on a créé donc Binge Audio sous la raison sociale actuelle. Voilà. Et à l'époque, pour ton parcours, toi, tu as beaucoup travaillé, enfin, tu n'as travaillé exclusivement dans les médias, plutôt Arte, enfin, plutôt service public, j'allais dire Arte et beaucoup de Radio France. Ouais, en fait, moi, Tu sentais venir un peu le podcast ? Disons que j'ai toujours travaillé dans le numérique. Après, le numérique, qu'est-ce que ça voulait dire en 96 ? C'était encore une autre histoire. Ouais. J'ai commencé, moi, à bosser au moment où Internet arrivait en France. C'est-à-dire que j'ai 50 ans aujourd'hui, je suis sorti de Sciences Po Bordeaux en 94, j'ai passé un an en Erasmus à Manchester, et c'est 95, parce que Eric Cantona jouait là-bas, et j'ai découvert Internet en allant en Erasmus. C'est-à-dire que en fait, je savais pas du tout. On m'a filé une adresse email quand je suis arrivé à la fac et je savais pas à quoi ça servait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Après, j'ai découvert le web, tout ça, et donc c'était vraiment une révolution. Je me suis dit, ça, c'est un boulot qui est intéressant. J'avais pas forcément d'idées précises sur la suite. J'ai toujours été intéressé par les médias, le journalisme, de manière générale. Et j'ai bossé pendant 7-8 ans, enfin une petite dizaine d'années, donc dans ce qu'on appelait, enfin pas encore la transformation digitale, mais en fait les nouveaux médias, quoi. C'était un peu les nouveaux médias à l'époque. C'était l'Internet. C'est-à-dire, il faut savoir à l'époque que les gens achetaient des kits de connexion sur des CD-ROM chez Carrefour en achetant un ordinateur L'enfer des CD-ROM. 499 €, et les connexions Infony ou Avas Online, enfin voilà. Donc, et on fabriquait les sites web, on faisait de la formation. À partir de 2002, je me suis mis à mon compte pour faire tout ce qui était conseil en contenu éditorial et Internet. Voilà, on disait comme ça, mais c'est pas encore vraiment. Et puis, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients dans les médias. Et à partir de 2004 est arrivée la vague des blogs, qui avait été beaucoup portée par l'action, je dirais, énergique de Loïc Lemeur, qui en avait été un promoteur fervent. Mais du coup, ça portait un peu en germe tout ce qui était nouvelle façon de faire, d'entreprendre, de diffuser, de publier, d'échanger. Et moi, j'ai monté un petit blog WordPress qui s'appelait Cup of Tea, avec lequel je me suis fait un réseau assez
important. Puis c'était aussi pour moi une espèce d'expérience de média un peu à mon échelle. Et j'ai commencé à développer une clientèle dans les médias à ce moment-là. Notamment pour les aider à gérer alors là, on commençait à parler de transformation digitale, mais j'ai par exemple formé les premiers journalistes à bloguer au Figaro à l'époque. On s'est occupé de former des rédactions à l'Express. On bossait en fait avec donc avec la Croix, etc. La vieille presse en papier qui commençait à faire du web. Et qui essayait de le faire autrement que comme un copier-coller en rajoutant les PDF des articles. Donc en fait, on introduisait les blogs, on introduisait les commentaires. Je me rappelle au Figaro, au début, j'ai pas envie de bloguer. Puis après, je blogue, mais est-ce que tel journaliste fait plus que moi en audience ? Mais comment ça se fait que lui, il a plus de commentaires que moi ? Enfin, il y avait toute une émulation à mettre en place. Et voilà, j'ai développé une clientèle dans les médias. 2008, Arte, qui était un de mes clients, m'a proposé de m'occuper du pôle web, parce qu'ils avaient un besoin de refonte du numérique. Donc là, j'ai abandonné les statuts d'indépendant pour prendre la direction de ce pôle, qui était une quinzaine de personnes, dans lequel on a pas mal développé de contenu interactif, de production numérique native. En 2011, une des spécificités d'Arte France. Alors à l'époque, c'était un peu les temps pionniers, c'est-à-dire qu'il y avait un site compagnon qui était la compagnon de l'antenne, et on a orienté les quelques moyens qu'on avait dans la production de contenu original de différentes manières. Et évidemment, ils ont ensuite prospéré, perpétué ça de différentes manières. Ils ont investi dans le jeu vidéo, dans des contenus natifs linéaires, etc. Aujourd'hui, avec la réussite qu'on connaît. Et 2011, j'ai été bosser comme directeur des nouveaux médias, donc à Radio France, à la demande de Jean Lucas, qui présidait le groupe, pour effectivement mettre en place toute une stratégie numérique, où j'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai, du coup, à ce moment-là, bien côtoyé le monde de la radio. Et la dernière année, j'ai dirigé le Move. Qui était un format un peu obsolète, parce qu'il était à la fin de la vague pop-rock indé, il avait subi beaucoup de directions, de changements, de lignes, il était un peu perdu, il y avait très peu d'audience. Et j'avais dit à Jean-Luc, on n'arrivera jamais à remonter à un point d'audience qui était l'objectif fixé. D'ailleurs, ils sont jamais remontés. C'est compliqué, Move. Parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a qu'à voir. Enfin, les jeunes générations n'écoutent plus la radio. Donc, par contre, j'avais dit, on peut arriver à faire des choses en non linéaire, que ce soit en YouTube ou en podcast. Et donc, on avait investi une petite ligne budgétaire. Je me rappelle 70 000 € à l'époque. On avait diminué le budget programme de la grille, de l'antenne, et on l'avait remis un petit peu en non linéaire. Et donc, on avait demandé à un producteur, Thomas Baumgartner, de produire des contenus qui iraient directement en podcast. Et ensuite, dont on faisait la promotion dans le Carrefour de Midi 2, avec Thomas Rozek, qui travaille maintenant chez Binge Audio, qui tenait l'antenne, en disant retrouvez ça sur la webline, etc. Et en l'espace de 3 mois, on avait triplé les audiences podcast. Donc c'est là où je me suis dit, finalement, si on conçoit, c'est toujours été mon cheval de bataille, si on conçoit des formats qui sont adaptés aux médias dans lesquels ils sont, et non pas juste des formats de rattrapage, on peut avoir des bons résultats. Et voilà, et j'ai quitté Radio France quelques mois après, et c'est là où, du coup, avec cette idée en tête, production, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut faire pour faire un média. J'avais un peu de lassitude de gérer la transition digitale, parce que c'est super, on peut faire plein de choses, mais en fait, au final, on passe peu de temps à faire l'éditorial, on fait beaucoup de dialogue social. Et surtout dans des maisons comme ça, c'est très énergisant. Mais c'est passionnant, c'est une maison Radio France qui est vraiment fascinante, qui marque tous ceux qui y travaillent. On met du temps à en sortir aussi, parce qu'on part toujours de cette maison avec un sentiment contrasté, et il faut bien faire attention, je dirais, c'est une maison qui use, mais dans le bon sens du terme. Mais effectivement, c'est bien. Moi, j'avais un avant, j'ai eu un après. Voilà, c'était important. C'était un passage, et ça m'a beaucoup appris. J'ai côtoyé des gens vraiment fascinants. Il y a aussi le côté un peu sombre. On côtoie aussi beaucoup de gens qui le sont moins, des comportements un peu difficiles. Politique, Mais du coup, pour moi, c'était voir de l'autre côté le monde de la radio, parce que moi, je suis un enfant de la radio. Je fais partie de la génération, la dernière, en fait, qui écoutait un peu la radio, qui écoutait son père. Donc, c'est comme ça que la radio s'est
transmis pendant 80 ans. Et puis ça s'est arrêté avec la génération de mes enfants. Parce qu'en fait, il y a eu Spotify, parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a Instagram, parce qu'il y a Twitter, et ils n'ont plus le même besoin. Et aujourd'hui, le taux de jeunes de 15-25 qui consomment la radio de manière quotidienne a été divisé par 3 en 2 générations, et ça ne reviendra pas. Donc en fait, il faut l'admettre. C'est toujours, Et donc pour Move, si je te pose la question, il y a un avenir pour Move en radio ? En fait, il y a un avenir... non, mais... Il y a un avenir. Moi, Move, j'y suis très attaché. D'abord parce qu'effectivement. Mathieu Marmouget qui a repris la direction récemment. Je ne sais pas si tu as su. Oui, je connais pas, mais je lui souhaite bonne chance. En fait, c'était une aventure passionnante. Move, le Move, on disait le Move à mon époque. C'est une radio qui a été créée en 97 par Michel Boyon, qui présidait Radio France, avec la vocation un peu d'innover. Donc, c'est la première radio du groupe qui était 100% numérique. Et moi, j'étais auditeur parce que j'habitais Toulouse. Ils avaient une fréquence à l'époque. Et donc, il y avait des trucs. Les journaux arrivaient à moins 10 ou à moins 25 à n'importe quelle heure. C'était le premier directeur, Olivier Nanteau, qui disait c'est un archipel de sens dans un océan de musique. Bon. Et c'est une formule que je trouve magnifique. C'est au moins la fierté du service public de tenter ce genre de choses. C'était intéressant, ça avait une place au sein du groupe. C'est-à-dire, malheureusement, elle n'a pas toujours été pensée comme ça. Souvent, on l'a pensée comme un produit qui devait performer pour lui-même. Mais en fait, c'est aussi, il y a un intérêt stratégique. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel, d'abord, c'était une culture 100% numérique, donc c'était des endroits avec du personnel qui était vachement innovant. Ils étaient polyvalents, ils étaient techniciens, réalisateurs, ils faisaient de la sonorisation de concerts, l'enregistrement, ils faisaient aussi de la réalisation de formats élaborés, il y avait un peu de tout. Et puis, c'était aussi une antichambre à talent, on avait un budget de cachet pour faire venir plein de gens. Donc, je pense que c'est ça, à mon avis, l'intérêt du Move, c'est de continuer. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus trop de budget de programme, il n'y a plus de rédaction, parce qu'il y avait une rédaction. Donc, c'est un outil qui est un peu moins performant. Mais c'est une radio qui a un intérêt si elle est mise au service du groupe. Ouais. Et pas juste si on lui dit tu dois parler aux jeunes. Telle audience, pas aux jeunes, tel donc, pays. Si on avait assumé le fait d'abandonner, par exemple, un peu la dimension linéaire, et donc à ce moment-là, on produit pour le non linéaire, en audio, en vidéo, on trouve une place. Il y a eu un recentrage qui a été fait sur d'autres territoires musicaux, ce qui était nécessaire, puisqu'en fait le pop rock était une musique de gens vieux, je pense que ça c'était utile. De mon point de vue, la difficulté c'est de trouver la voie entre le commercial et puis l'offre, quoi. Ouais, le service public, c'est le marketing de l'offre, c'est aussi la radio. Et si on suit Skyrock, c'est sûr qu'on va pas le rattraper, quoi. Ça sert à rien, ils le font mieux. Donc c'est que maintenant sur le numérique aussi, il y a de la concurrence, des Bouscapé, des Combini sur Scottier. Oui, mais c'est pas que de la musique, mais ils sont meilleurs. Donc il faut les laisser faire. Il faut faire ce qu'ils vont pas faire. C'est-à-dire dans la Radio France, vous avez un outil de travail, vous avez accès à des compétences, vous pouvez être sur des événements, vous avez accès à des studios, vous pouvez organiser des concerts, et vous avez accès à une discothèque qui est un outil de travail colossal, vous pouvez en fait programmer la musique manuellement, c'est la force de FIP. FIP, c'est par exemple, c'est 1000... je crois que c'est plus de 1000 titres différents par semaine, là où sur une radio comme Virgin, vous en avez on tourne sur 60. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc je pense que le Move comme n'importe quelle autre radio du service public, elle a du sens si justement elle est mise au service justement de ce que le marché va pas faire. Et ce qui est le plus dur pour la radio, parce que ça fait 80 ans qu'ils étaient assez résilients, si elle accepte de ne pas exister uniquement sous forme linéaire ou de rattrapage. Et donc, ça suppose peut-être de faire des choix difficiles en disant, peut-être allouer des budgets aussi différemment, c'est des arbitrages budgétaires. Mais c'est ce qu'on avait fait à petite échelle, mais on a... donc, et sans m'étendre là-dessus, c'est-à-dire, moi, ça m'a permis surtout de me rendre compte qu'il y avait un marché pour des gens qui écoutaient du contenu audio natif. Par ailleurs, je découvrais pas ça parce que mon passage à Arte, dans le pôle web, il y avait dans l'équipe une équipe qui était Arte Radio, qui avait été créée par Sylvain Gir une dizaine d'années avant. Ouais. Maintenant, ils en sont à 20.
Et donc, je voyais bien qu'il y avait 400 000 écoutes par mois de format audio natif. Et lui, il avait réussi aussi à innover, notamment dans les écritures. Ouais, donc, j'ai fait un épisode avec... Ça confirmait que, finalement, il y avait une demande. Par contre, elle n'était pas encore revenue à un niveau de progression. C'est-à-dire que c'était 1% des gens qui écoutaient de la radio en podcast. Et c'était un format... qui datait du début des années 2000 et qui était partagé par quelques initiés, qui utilisaient majoritairement Apple Podcast ou quelques applis natives. Mais ça, c'était avant Serial, avant, en fait, les grands succès qui ont démocratisé l'usage. Et puis après, c'est souvent, comme le cas en radio, c'est une histoire d'offre. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'offre qui tire la dynamique. C'est d'ailleurs pour ça que, malheureusement, on a loupé le créneau de la radio numérique terrestre qui aurait permis de créer plus de programmes. C'est pour ça que la radio, en fait, elle se contracte la radio linéaire. Parce qu'il n'y a pas assez eu de nouvelles offres. La TNT, vous avez eu plus de chaînes avec une amélioration de la qualité, du son de HD, une image HD, du 16/9, et plus de chaînes. Les gens sont restés sur la télé. Bien sûr. Alors, ils ne sont pas restés toutes les tranches d'âge pour non, mais l'érosion, elle n'est pas aussi violente, peut-être. La radio, si vous voulez, vous avez une perte brutale parce que c'est un média qui n'a pas suffisamment investi dans son futur, notamment dans les questions technologiques. Et il y avait une fenêtre qui était la RNT dans les années 2000, qui n'a pas été prise. Malheureusement, on le paye, parce qu'en fait, derrière, l'offre est restée la même. Donc, vous n'avez pas eu de nouveaux entrants en éditeur depuis la FM, c'est-à-dire ça fait 35 ans. Ouais, donc 40 ans. Et donc, du coup, vous êtes avec... Et c'est une histoire aussi de génération. C'est-à-dire, je pense que ça, de manière générale, un média... Il est performant sur sa génération. Il peut pas. C'est compliqué de durer 4 générations dans les époques actuelles. D'abord parce que les dirigeants vieillissent, les auditeurs aussi, ou le lecteur. C'est une question d'offre, comme tu le dis, plus. Ouais. Donc en fait, et donc là où on assiste à un boom du podcast, c'est un effet conjugué d'un intérêt du public qui donne l'idée à des entrepreneurs, comme nous par exemple, ou des indés, parce qu'il y avait des indés qui faisaient, il y avait un fond de sauce de podcast depuis la fin des années 90. Ouais. Il y a des gens qui sont là depuis hyper longtemps, qui avaient une petite communauté. Béja, par exemple, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, Patrick. On a communiqué au tout début, on avait monté ensemble une mesure commune en fait de nos audiences via PodTrack. D'accord. Tout ça, on avait fait. Et puis après, il y a des gens qui disent on va investir dans le contenu. Donc c'est là où il y a Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes, etc. Vous avez les chaînes de télé, les journaux se mettent à produire des contenus audio. Donc du coup, le public s'y rend et puis ça fait une espèce de cercle vertueux. Voilà. Très clair. Écoute, c'est une super introduction pour expliquer d'où est venu Binge et pourquoi ça s'est développé. Donc 2015, est-ce qu'on peut faire une petite carte d'identité ? On a donné la date de création de Binge et donc tu as bien expliqué comment t'en es venu là-dessus. C'est novembre 2016, la création de Binge Audio. Novembre 2016, ouais. 2015, c'est quand tu commences à produire, mais en manière très indé, quoi. C'est ça. Combien d'écoutes vous faites aujourd'hui ? Alors, selon les mois, mais enfin, grosso modo, on dit on est à 2 millions d'écoutes cumulées, 2 millions d'écoutes par mois. Vous êtes à la CPM ? On est à la CPM. Donc, alors, je ne sais pas le chiffre du mois de mai. Il sera un peu en dessous. On pourrait être à 1,8 million, etc. Voilà. Ça, c'est donc ce que les Américains appellent les downloads. Nous, des téléchargements ou des écoutes. Avec des durées moyennes chez nous de l'ordre de 20-25 minutes. C'est-à-dire que c'est important aussi de prendre ça en compte quand on évalue. Parce que 2 millions par rapport à... Enfin, c'est la moitié d'une vidéo d'un gros youtubeur. Et encore, je suis gentil, dans les premières 24 heures. Mais on a des durées moyennes d'écoute qui sont très longues. Ouais. Donc, et ça, c'est pas du tout pris en compte dans l'écoute. Tu vois, par exemple, les premiers podcasts, je sais plus son nom, mais sur qu'il faut savoir un truc sur les questions qui sont choses à savoir, pardon, ouais. qui trustent. C'est des formats courts. C'est des formats très courts. Donc, tu vois, ce serait intéressant d'avoir pondéré par la durée du podcast parce qu'en termes de stickiness ou d'exposition à une marque. C'est surtout pour dire que le podcast, par rapport à d'autres médias, enfin, si vous voulez, quand vous parlez d'exposition à un Reel, c'est 7 secondes. Enfin, c'est rien. C'est vraiment le crack des réseaux sociaux, quoi. C'est des trucs qu'on consomme comme ça de manière compulsive. Nous, on va rester... En fait, on est comparable à la lecture. C'est-à-dire des gens qui vont lire un livre. C'est donc, du coup, de l'attention qui est donnée. Le podcast, c'est un outil super pour exprimer des choses complexes avec des nuances. Donc, et effectivement, ça suppose, par contre, qu'on soit en mesure de faire en sorte de fabriquer des programmes qui font que les gens ont envie de rester pour des durées longues.
S'il n'y a pas de densité, pas de narration, ils s'en vont. Ouais. Il faudrait peut-être transformer ça en nombre d'heures écoutées. On peut, il suffit de faire un calcul, de multiplier, on va avoir, et puis il faudrait faire une division derrière et ramener ça aussi par nombre d'épisodes. Enfin bon, en gros, on compte le nombre d'écoutes parce que, de toute façon, que le programme soit 5 ou 25 minutes, vous allez mettre un seul pré-roll devant ou deux. Ouais. C'est plutôt une mesure destinée au marché publicitaire, quoi. C'est ce que j'allais dire, les annonceurs, on en parlera évidemment tout à l'heure. Vous êtes sur toutes les plateformes, j'imagine. Quels sont les canaux d'acquisition de vos podcasts? Alors, si on parle d'abord de la distribution, on est effectivement sur toutes les plateformes avec un fait marquant depuis 3 ans, c'est la montée en puissance très forte de Spotify. C'est-à-dire, quand on a commencé Binge Audio, Spotify ne distribuait pas de podcast. Aujourd'hui, ils font 40%. Apple, à l'époque où j'étais à Radio France, devait faire 80%. Bon, maintenant, ils ont diminué parce qu'ils ont modifié leur politique de distribution. Nous, Apple doit faire 35% de la distribution de nos contenus. Spotify est juste au-dessus. Donc, et après, le reste, ça va se partager dans des applis. Il y a des applis, par exemple, qui performent très fort, comme Pocket Cast, Overcast, Podcast Addict, notamment, qui fait 10%. Enfin, YouTube, Deezer, qui fait un peu, quelques pourcents. Enfin, voilà. Donc, c'est un marché qui, contrairement à la presse écrite, a l'avantage de ne pas être dominé par un seul acteur en distribution, comme par exemple Google. Il y a Google Podcast aussi, d'ailleurs, bon, ou Amazon Music. Enfin, voilà. Donc, par contre, il y a 2 acteurs majeurs qui font plus de 70%, c'est Apple, Spotify. Bon. Après, les leviers qu'on a, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu la difficulté des boîtes de podcast. C'est aussi pour ça que la croissance, elle est continue, mais elle est lente, mais elle est résolue. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens sont rentrés, ils partent plus, mais on n'a pas l'effet viral qu'on peut avoir sur des vidéos. Donc, il faut aller chercher les gens un par un. Et c'est pareil en radio d'ailleurs, en radio linéaire, c'est à peu près le même. On dit, il y a une formule qui dit les gens, quand ils partent de la radio, en fait ils partent par la fenêtre et ils remontent par l'escalier. C'est-à-dire que, donc c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez perdre d'un coup, mais après pour regagner c'est compliqué. Là, les leviers, en fait principalement, nous, quasiment le mode de recommandation majoritaire, c'est à peu près pour 100% des gens, c'est le bouche à oreille. C'est comme ça que les gens se mettent à écouter des podcasts ou, quand ils écoutent des podcasts, se mettent à en découvrir d'autres. Et même, d'ailleurs, on le voit quand ils sont abonnés à un podcast. En fait, c'est par le bouche à oreille. C'est un ami à côté d'eux dans un dîner ou un apéro qui va leur dire « Ah, ben, j'ai écouté le nouvel épisode de... Ah, j'avais pas pensé. Ah, bah tiens, j'y vais. » Ils ouvrent leur appli, ils vont le télécharger et ils l'écoutent plus tard. Et c'est là où on a souffert un peu pendant le confinement, c'est que quand vous enlevez, alors évidemment, vous enlevez les dîners, les apéros, tous les moments sociaux, vous perdez le bouche à oreille. Donc du coup, toute la croissance des années 20-21, on nous l'a un peu volé. Ça revient évidemment maintenant. Et aussi, un autre phénomène, c'est que 20% de l'écoute se fait dans le trajet domicile-travail, donc le télétravail ne nous a pas trop aidé. Donc en fait, on a subi une grosse accélération en 16, 17, 18, 19. Et puis 20-21, c'est un peu un plateau. Et là, ça repart à la hausse. Donc les leviers, en fait, c'est faire en sorte que les gens aient envie d'en parler. Donc c'est en fait principalement de l'organique. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon programme. Ensuite, après, vous pouvez... l'autre outil qui permet quand même d'entretenir sa communauté, ça reste Instagram. Et puis après, on a des présences sur Instagram, Twitter, Facebook. On fait un peu d'achats ciblés, mais... Majoritairement, on fait un peu de revue de presse, de relations presse. Et puis, petit à petit, nous, on se constitue une base de données d'auditeurs, d'auditrices uniques que vous connaissez, que vous avez en basé quelque part. C'est soit ils ont acheté, ils ont précommandé nos livres, ou alors ils sont venus à des spectacles ou des enregistrements publics. Aujourd'hui, on a... Ça, c'est le Club Binge. Alors, pas tout à fait. Enfin, on a une offre abonnée payante qui a démarré il y a 1 an et demi. Mais je dirais qu'on a des bases de données liées à nos activités commerciales. C'est 25% de nos revenus. C'est-à-dire l'édition de livres, la billetterie, l'enregistrement public, etc. Donc, la vente de jeux aussi. On a édité des jeux. Enfin, voilà. Donc ça...
il y a à peu près 20 000 personnes dont on a les mails, les noms, et donc aussi qui nous servent quand on a besoin de promouvoir des contenus, plus les abonnés à nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, donc en fait, on va travailler sur notre cœur d'auditeurs, d'auditrices. Ce qui est le plus dur dans ce métier, pour moi et mes concurrents, c'est d'aller chercher des gens qui n'écoutent pas du podcast pour les amener vers le podcast. Ça, c'est un effort collectif. Et après, une fois qu'ils sont rentrés dans le podcast, c'est faire en sorte qu'ils savent que vous n'êtes pas dans un marché fini comme la radio avec un nombre limité de canaux où vous pouvez... Le gâteau grossit, il faut travailler ensemble à le faire grossir et après tirer son épingle du jeu avec du bon contenu. Et c'est ça, parce qu'en fait, une fois que les gens sont habitués, ils sont notifiés. C'est un peu comme les chaînes YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. À ce moment-là, quand il y a une nouvelle vidéo, vous êtes notifié. D'où le fait que quand les gens s'abonnent en RSS, ils sont notifiés qu'il y a un contenu. Donc déjà, vous avez, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils sont abonnés, déjà, vous avez fait le plus gros du boulot. Ouais, c'est vraiment l'onboarding. Il faut aller les chercher. Ouais. Modèle d'affaires, tu as commencé un peu à l'esquisser. Donc, vous avez plusieurs lignes de revenus. Tu as parlé donc d'abonnement, il y a des enregistrements publics qui sont payants, il y a de l'édition, du sponsoring, j'imagine. Oui, on a grosso modo le split. Tu peux parler du split du chiffre d'affaires. Tu communiques sur le chiffre d'affaires. Oui, l'an dernier, on a fait 2 millions d'euros. On a à peu près la moitié, c'est de la production pour des tiers. Là-dedans, on a des marques, des institutions culturelles, collection Pinault, Bourse du Commerce. On travaille là. Hier, on faisait une avant-première à l'Opéra de Paris, par exemple. Donc, c'est des productions de contenu, soit en brand content, en co-branding, soit en marque blanche. On travaille pour Le Bon Coin, on a travaillé pour tout un tas de marques en fait, qui nous font confiance pour produire des contenus adaptés à des besoins de communication. Oui, avec la qualité de Binge. C'est ça. Et donc ça, c'est la moitié. Et puis, on produit aussi des contenus, oui, pour des tiers, comme des plateformes. On produit des programmes pour Spotify, on produit des programmes pour Sibel, etc. Donc ça, c'est la moitié de nos revenus. Ensuite, un quart, c'est donc la pub. Donc le pré-roll, post-roll, mid-roll qu'on vend en direct et via Acast, en fait. Et puis le dernier quart, c'est les revenus donc auditeurs. Principalement, c'est l'édition de livres en papier, d'arbre en bois, avec des gros succès, puisque le cœur sur la table, c'est 30 000 exemplaires vendus. Les couilles sur la table, c'est aujourd'hui, avec le poche, on est à 80 000. On a lancé des collections, etc. Donc ça, c'est une activité rentable, je dirais, dès le premier livre, qu'on a fait par hasard, parce qu'en fait, les éditeurs ne voulaient pas prendre nos livres. Donc on a dit, on va le faire nous-mêmes, avec un modèle un peu original. C'est qu'on s'est dit, comme on a les auditeurs uniques, c'est-à-dire qu'ils sont longs à faire rentrer, mais une fois qu'ils sont là, en fait, c'est des gens qui sont très impliqués avec un ROI très fort quand on vend des produits, mais il faut leur proposer des produits de qualité. On ne peut pas leur faire des bouquins mal faits, etc. C'est-à-dire, nous, on met un soin particulier à ce que on est gratuit sur toutes les plateformes. Par contre, dès qu'on fait un produit payant, il faut que les gens aient pour leur argent, que ce soit un spectacle, un enregistrement, que ce soit un livre, que ce soit un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des produits qui sont plutôt dans des tarifs élevés. Le livre, par exemple, c'est un grand format, 18 € TTC. Par contre, c'est 400 pages, quadrichromie, des illustrations, des ressources. C'est des bouquins qui sont bien faits. Ouais. Donc, et ça, c'est un quart de revenu. Et on a initié à partir de 2020 du podcast payant. Donc, à l'époque, on était les premiers à faire ça. C'est très récent. On en parle un peu cette année, mais c'est... Ouais, on a proposé un newsletter et un couplé à un podcast qui s'appelait La Dose. Et à ce moment-là, on a lancé ça avec un système qui est développé par AudioMeans, qui permet aux gens de payer. Et Apple, il y a 1 an, a lancé son corner payant, donc qui permet aux éditeurs de vendre directement sur Apple avec l'Apple ID, etc. Donc ça, tu peux mettre la dose en payant sur Apple. Sur Apple, mais la difficulté du payant, c'est que d'abord, c'est pas une norme. Alors, la librairie en est une, mais les gens n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de payer pour de la musique, ils ont l'habitude de payer pour des films, ils n'ont pas l'habitude de payer pour de l'audio. Sauf sur le livre audio, qui a un marché qui grossit, mais qui est très petit. Parce qu'il est associé au livre. Tu vois, il y a un truc un peu psychologique. C'est ça. C'est un produit d'édition, en fait. Ouais. Donc, les gens ont l'habitude de le payer. Nous, il faut créer l'usage. Du coup, ça suppose d'abord de développer une manière claire pour faire comprendre au public ce qu'il va payer. Qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit. Donc, on a répondu d'abord avec des produits, en fait, exclusifs à forte valeur ajoutée,
un peu plutôt destiné au cœur de cible, c'est-à-dire les gens les plus impliqués sur la marque Binge Audio. Et on a tâtonné, hein, la dose, c'est un tâtonnement, c'était un produit un peu de service et de relation avec nos auditeurs et auditrices. Et là, en fait, au bout d'un an et demi, on est un peu en dessous des 1000 abonnés, ce qui ne permet pas, je dirais, d'esquisser un futur vers la rentabilité. Mais ça, on a beaucoup appris en faisant ça. Là, on est en train de refondre l'intégralité de notre offre payante. Autour d'une formule d'abonnement qui s'appelle Binge Audio Premium, et à ce moment-là, qui, à partir de 4,99 par mois, vous permet d'avoir accès à une fiction quotidienne, un sitcom qui s'appelle Le Soapcast, qui va être lancé le 10 juillet, et sur Apple uniquement, donc tous nos podcasts sans publicité, parce qu'il y a une demande aussi pour ça. Les gens me disent vos pré-rolls, c'est un peu relou. On leur dit vous pouvez vous abonner, c'est 4,99 par mois, et à ce moment-là vous avez tous nos contenus sans pub. Donc c'est pas accès seulement à Soapcast qui sera exclusif, c'est accès à Soapcast, y compris les podcasts de Binge sans publicité. Voilà. Avec la précision, c'est que ça, le sans pub, c'est n'est disponible aujourd'hui que sur Apple. D'accord. Voilà. Pour des questions techniques. Ouais, c'est ça. Alors, la distribution de podcasts payants est très complexe. L'avantage du RSS, c'est que c'est très basique et très grégaire, donc c'est très résilient, ça a traversé toutes les époques technologiques. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de data, il n'y a pas de login. Oui, c'est vraiment basique. Voilà, donc du coup, il y a plein de trucs que vous ne pouvez pas faire. Donc là, en fait, le système, pour rentrer dans la technique, c'est que Apple, eux, ils sont in-app, donc ils ont la possibilité d'ouvrir des droits, donc ça, c'est facile. L'inconvénient pour l'éditeur, c'est qu'on n'a pas l'information sur qui est le client final. Voilà, donc ça, c'est Apple qui le garde, en même temps que c'est 30%. Et de l'autre côté, donc pour l'ensemble des autres plateformes, à ce moment-là, nous, on a mis en place comment dirais-je, une offre d'abonnement. Ils souscrivent sur notre site, ils payent directement auprès de nous. Et on génère un RSS privé, donc à ce moment-là, qui est utilisable dans toutes les applis. Et c'est un RSS unique avec un jeton, et donc du coup, il est créé que pour vous. Et à ce moment-là, les droits sont ouverts, et donc vous pouvez récupérer tous les contenus audio. Okay. Voilà. Donc l'offre payante, on n'est pas les seuls à le faire, nos concurrents le font avec différentes offres. Il y en a qui font de l'enfant, il y en a qui font des produits de club, des produits de fidélisation, des bonus, des avant-premières. Enfin, c'est un format qui se développe pas mal aux États-Unis. Vous avez des éditeurs qui ont entre 100 et 200 000 abonnés payants. Donc nous, on a commencé en fait avec la dose qui va s'arrêter là, et on a refondu l'offre. Maintenant, c'est le Soapcast. Donc c'est en fait un sitcom quotidien, 5 minutes par jour. Donc c'est un produit régulier, avec un potentiel un peu plus addictif. Et qui sera produit quotidiennement ? Parce que en fait, je me posais la question, tu vois, est-ce qu'il pourrait y avoir justement dans le côté animation de communauté un truc, c'est un peu à l'ancienne le concept, peut-être te moquer, mais où les gens peuvent interagir et puis le développement se fait un peu avec les avis. On s'autorisera à le faire. Pour l'instant, on le produit avec un petit mois d'avance. Ok. En batch, parce que il faut aussi que ça rentre dans on va dire des fourchettes budgétaires qui rendent le projet faisable. Oui. Or, 5 minutes par jour en prod, en post-prod, c'est quand même un gros investissement. Bon, on a trouvé une formule qui est assez habile, voilà, dans le mode de narration, le mode de production, qui nous permet de rentrer dans l'économie. Et donc là, on vise 2000 abonnés là, à la fin de la campagne et 4000 en fin d'année. Donc ça, c'est nos objectifs pour justement que ce soit économiquement viable, quoi. Ok, donc l'épisode sortira avant le 10 juillet. Donc si les gens veulent s'abonner... Là, vous avez les 5 premiers épisodes gratuits entre maintenant et le 10 juillet. Donc ça vous permet de savoir si ça vous plaît. Et à partir du 10 juillet, tous les jours, et pour y avoir accès, c'est effectivement 4,99 par mois ou 25 € l'année, parce qu'on fait une offre spéciale jusqu'au 10 juillet. Top. Et c'est sur premium.binge.audio. Voilà, ça c'est pour s'abonner. Après, sur binge.audio, vous avez tous les détails. Vous tapez Soapcast quelque part et ça va remonter. Soapcast, donc comme ton travail de SEO est bien. C'est ça, SOAP-CAST, voilà. Top, ça va être intéressant de suivre. On va reparler un peu gouvernance.
Oui. 2018, le groupe Les Échos Le Parisien a pris une participation dans Binge. Oui. Est-ce qu'il y a tu peux revenir dessus? Est-ce qu'il y a des synergies? Vous les avez aidés, je crois, à lancer leur podcast. Oui. En fait, nous, on a cherché avec mon associé Gabriel à lever des fonds parce qu'en fait, nous, on a une stratégie qui est une stratégie de médias. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de gens possible, donc de s'adresser au public. C'est-à-dire, on n'est pas un producteur uniquement. On est aussi une marque destinée au public. Ce qui suppose des investissements. Et d'ailleurs, un des problèmes en France sur les médias, c'est qu'ils sont sous-capitalisés, que ce soit d'ailleurs les vieux ou les jeunes médias. Et que le système de financement, je dirais, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, il va assez peu vers les médias. C'est pas le truc le plus rentable non plus du monde ces dernières années rentrées. Alors c'est en train de changer. Mais il faut aussi qu'à ce moment-là, on l'accepte pour les médias d'héritage. Ils sont pas rentables et ils sont quand même largement perfusés par la collectivité. Ouais. C'est la base de la démocratie. Donc en fait, si on les cite, le Figaro, Libé, Le Monde ne sont pas rentables. Enfin, Le Monde va vous dire qu'il est rentable, mais il bénéficie de systèmes, je dirais, qui favorisent... Oui, que ce soit sur le portage, sur les aides, sur... La TVA réduite, des aides directes à la presse. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui est quand même aidé, et je pense que tant mieux, parce qu'en fait, on est dans un pays qui favorise le pluralisme et qui permet à tous les médias, de gauche, de droite, du milieu, d'exister. Mais du coup, c'est vrai que l'argent, il est quand même investi beaucoup dans maintenir les anciens médias. Tant mieux. Moi, je suis un lecteur abonné, par exemple, au Monde, au Parisien. Enfin, voilà, j'ai pas de... mais... T'as même pas eu un abonnement gratuit Non, on paye, mais justement, il faut payer son journal. Je pense que c'est la base. Par contre, pour les médias numériques naissants, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément tous accès au capital. Ou alors, quand ils ont accès, c'est toujours... Il n'y a jamais assez. Donc, ils vivotent. Vous avez... donc, c'est une économie qui est précaire, quand même. Et par ailleurs, le système d'aide, il est basé sur la forme écrite. C'est-à-dire les critères qu'on appelle CPPAP. Voilà. Il faut être même IPG, l'information politique générale. Et nous, on a une rédaction, un directeur de la rédaction, des journalistes permanents et pigistes. Ils ont des cartes de presse, mais on n'a pas d'aide à la presse parce qu'on est sous forme audio. Donc il y a un trou en fait, parce qu'il y a aussi des aides à la radio, mais il n'y a pas des aides au podcast. Et ça me permet de faire un peu une transition juste... Je finis juste parce que c'est un sujet important. C'est-à-dire que du coup, et on n'a pas accès non plus aux aides à la production audiovisuelle. C'est-à-dire ce qu'on peut avoir, par exemple, quand vous avez une chaîne YouTube avec le CNC Talent, ou alors quand vous faites un court-métrage, un long-métrage, ou de la télévision, en documentaire ou en fiction, ou du spectacle vivant, vous avez accès à des aides du CNC, en fait, et on n'y a pas accès parce qu'on est sous forme, il n'y a pas d'image. Donc en fait, on est dans un espace, le podcast, où on n'a pas accès aux aides à la presse, pas accès à l'audiovisuel, donc on se finance que par nos activités commerciales à 100%. Ça, c'est un sujet. Et après, de manière générale, les médias, c'est compliqué d'avoir accès au capital parce qu'on n'offre pas des perspectives, je dirais, de scalabilité qui sont colossales parce que ça coûte cher de faire du contenu. Donc vous allez voir un fonds, il va vous dire, oui, c'est quoi vos perspectives sur l'Espagne, le Brésil et la Russie? Je dis, non, j'en ai pas. Enfin, je veux dire... Et par ailleurs, effectivement, la croissance, les dépenses et puis la croissance du chiffre d'affaires sont pas en parallèle, mais ça se suit. Vous n'avez pas un coup des effets de scalabilité qui sont colossaux. Donc, pour les gens qui cherchent, le capital, il va là où il y a du fort rendement. Même s'il y a un gros risque, parce qu'en fait, ils mutualisent. C'est-à-dire, vous avez 10 boîtes, vous investissez en 10 boîtes, il y en a 3 qui vont cartonner, 3 qui vont fermer, puis le reste au milieu qui va faire un peu, qui va se débrouiller, quoi. Ouais. Nous, en fait, on va offrir ça fait un peu un placement de bon père de famille, ça fait pas rêver les fonds. Donc, du coup... Effectivement, on a trouvé avec les Échos Le Parisien un partenaire de référence parce que eux, ils connaissent le média, c'est leur industrie et donc ils comprennent la logique qu'il y a derrière. C'est une maison qui est tenue en fait par une culture de l'investissement dans les contenus. C'est de la presse de qualité, que ce soit économique ou grand public pour Le Parisien. Donc ils ont compris l'intérêt. Pierre Louette à l'époque était président depuis moins d'1 an. Il avait besoin d'investir aussi dans des formats numériques natifs. Et donc, il a investi chez nous. Ils ont pris un tiers du capital. Et effectivement, on a travaillé avec eux. C'était en 2018.
enfin c'était 18-19, on a créé pour eux les formats code source et la story. Qui a un vrai succès. Hein. Oui, ça cartonne la story et les codes sources, c'est 2 programmes en fait qui sont dans le top 10 podcast en France. Ouais. Et qui rapportent, parce qu'en fait ils vendent de la pub, etc. Et donc voilà, et ensuite ils l'ont développé et ils sont autonomes aujourd'hui pour la production, l'édition, la diffusion. Donc je dirais, les Échos aussi, ils ont participé, pareil, pendant le Covid, ils nous ont soutenus. Donc c'est un partenaire industriel pour nous important, majeur, et effectivement qui lui comprenait ce que c'était d'investir dans un média, quoi. Donc c'est important pour nous. Ok. Et tu es de nouveau en levée de fonds. Enfin, j'ai vu en tout cas une levée de fonds participative. Alors pour, je crois, un tiers du capital ou un peu moins, 20%. Du capital avec un objectif de 500 000 euros. Fin d'année dernière, on s'est dit on a besoin de financer le développement et notamment encore financer les contenus, qui est quand même ce qui coûte cher. On a une structure qui est en place maintenant, on est une petite quinzaine, on a un pôle marketing, un pôle technique, etc. On a accumulé un savoir-faire, donc il nous fallait développer des offres. Donc on a fait le choix de se tourner vers une levée de fonds participative, ce qu'on ne pouvait pas faire au tout début, puisqu'on n'avait pas d'audience constituée. Là, avec 800 000 auditeurs uniques, on leur a dit, oui, écoutez, si vous voulez investir chez nous, on serait ravis que vous le fassiez, vous nous aideriez, vous êtes attachés à nos programmes, et donc prenez des parts chez nous. Et donc, on s'est fait accompagner par la société SoWeFund, qui accompagne des sociétés à impact dans le secteur industriel, numérique, etc. Donc, on a levé 550 000 euros. L'objectif, c'était entre 3 et 500, donc on était plutôt dans le haut de la fourchette, on était ravis, avec des auditeurs qui ont pris des tickets à partir de 100 euros, donc il y en a qui ont mis 100, 120 balles, 500 balles, et tout ça, effectivement, ils sont représentés dans une holding qui est gérée par SoWeFund et qui détient 21% aujourd'hui du capital. Le reste, vous avez un tiers qui est détenu par les cofondateurs, donc moi et mes 2 associés, et un autre tiers par les écoles parisiens. Et il reste 11% de business angels qui étaient là au début, qui ont aussi, pour certains, suivi au tour de table suivant, quoi. D'accord. Donc là, a priori, pour le moment, c'est bon. Vous avez de quoi investir, produire du contenu. C'est une économie toujours précaire. Ouais. Il faut faire ses preuves. On a comme objectif cette année d'être à l'équilibre. Donc c'est ça qui occupe principalement nos journées. Top. On peut parler un peu édito quand même, parce que donc là on a parlé un peu business, peut-être on y reviendra rapidement, parce que j'aimerais que tu nous parles du PIA s'il nous reste un peu de temps, une initiative volontiers, dont tu es un des instigateurs. Ouais. Sur l'édito, donc voilà, pour les plus connus, tu as cité les coups sur la table, le cœur sur la table. Quels sont les autres types de podcasts notoires chez Binge? Le top, en fait, c'est en fonction des mois, mais grosso modo, on a donc Programme B, qui est notre podcast de récits et enquêtes d'actualité, qui est dirigé par Thomas Rozek. Donc c'est l'actualité en récit. Documentaire, enquête, explainer, donc c'est dans un format qui est 2 à 3 fois par semaine. Donc ensuite on a Les couilles sur la table, qui était notre plus gros blockbuster, c'est plus de 15 millions d'écoutes cumulées, qu'on a fait jusqu'en 2020 à peu près, 2019. Mais qui continue aujourd'hui à générer des audiences assez fortes, même si... Sans production de... Non, ouais, mais c'est un programme que les gens découvrent et redécouvrent ou réécoutent. Oui. Là, on a rediffusé, par exemple, les 4 épisodes avec Virginie Despentes. On a eu autant d'audience que la première fois on les a diffusés, quoi. Donc, oui, c'est un truc du podcast. D'ailleurs, quand vous êtes... C'est comme la deuxième page Google, personne n'y va. En fait, quand vous êtes au-delà du 30e épisode... tout ce qu'il y a derrière, les gens n'y vont pas. Ouais. Donc, des fois, vous prenez, vous rediffusez. Et ça peut marcher, tu repasses sur la première page, et les gens découvrent, et puis c'est un peu intemporel. En tout cas, c'est une actualité chaude. Oui, nous, on fait des podcasts de stock, c'est pas du flux. Donc, c'est des podcasts qui durent. C'est la force aussi des grandes marques de podcasts, y compris que France Culture. Vous pouvez réécouter des trucs d'il y a 4 ans, ça va pas bouger. Ouais. Donc, Le cœur sur la table, qui est aussi un podcast qui fait les bons mois, 500 000 écoutes cumulées par mois. Qui a été créé par Victoire Toyon, dans lequel on a accueilli 2 autrices en hors-série, Anaïs Volpe et puis Ovidie, qui ont produit chacune des séries.
On a Kif Taras, de Rocaille Diallo. À bientôt de te revoir, bien sûr, avec Sophie-Marie Laroui. Et qui est devenue une série adaptée sur France Télévisions. Alors, on fait la captation en fait, de l'enregistrement du podcast qui est en public pour France TV Slash. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est depuis janvier, et c'est super. On est ravis d'être accompagnés, d'avoir eu la confiance de Slash sur ce programme-là. C'est un défi parce qu'il faut arriver à faire un programme à la fois pour la télé et le podcast. Et on a pu constater que c'était une équation compliquée, puisque ce qui marche dans un média ne va pas marcher sur l'autre forcément. Donc on a dû repenser le programme dans la captation vidéo, parce que le résultat de la simple captation n'était pas suffisamment convaincant. Et là, en fait, on arrive à un format là, qui, pour le coup, on a eu le soutien des équipes de Slash aussi pour améliorer le programme, et on est assez content de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a un épisode là avec DC's et un autre avec Soso Manès qui va sortir là, et Mr V qui est super. Et puis, j'ai oublié, on peut plus rien dire qu'on a lancé cette année avec Judith Duportail, qui est un podcast plutôt de débat, d'idées, un magazine société, on va dire. D'accord. Ouais. Et comment ils sont rémunérés, ces hosts? Est-ce que c'est un partage de revenus? Alors, non, ils ont des salaires. Il y a des permanents. Thomas Rozek est permanent, donc c'est un rédac chef salarié chez nous. C'est le cas de Victoire Toyon aussi, le cœur sur la table, les couilles sur la table. À bientôt, donc Kif Taras, et puis on peut plus rien dire. C'est des salaires, donc c'est-à-dire soit du cachet d'intermittent ou de la pige en fait. Donc c'est on paye le salaire. Voilà, principalement chez nous, et effectivement, c'est une rémunération qui est basée sur le temps passé, le temps de travail, le temps de préparation. Voilà. Donc évidemment, et puis l'offre et la demande, l'attractivité de la personne, par rapport à ce que ça demande comme travail. Comme les gens doués sont toujours occupés, il faut quand même qu'on reste attractif. Mais non, c'est du salaire. On est producteur du programme, c'est-à-dire qu'en fait on possède les droits du programme, et effectivement derrière les auteurs et les autrices eux disposent du droit moral sur le programme, la paternité, et des fois les droits d'adaptation, les choses comme ça. Mais voilà, nous on est producteur éditeur, c'est-à-dire que donc du coup on paye l'intégralité des gens qui concourent à l'élaboration d'un contenu. Ok. Tu le disais, donc création en 2015, partie des historiques, côté, je crois que tu as cité Louis Média, Nouvelles Écoutes notamment. Comment Bababam aussi. Oui, Paradisio. Etc. Ouais. Comment vous différenciez aujourd'hui? Est-ce que c'est par le contenu? Est-ce que tu vois tous ces... ces confrères et consoeurs? En fait, comment dirais-je, on a... je dirais qu'on se différencie. Monter un média, c'est souvent une histoire personnelle. Donc, en fait, les gens y mettent de même. Comme on est tous différents, on a des goûts, des ensembles d'intérêts différents. Donc, il arrive qu'on emploie les mêmes auteurs. Ça arrive. Ovidie, elle a travaillé pour Nouvelles Écoutes et pour nous. Mais elle ne fait pas les mêmes programmes. De la même manière. Comme un chroniqueur à la radio qui peut changer. Donc, je dirais qu'on a chacun, un média, c'est une alchimie complexe c'est une mécanique qu'on met du temps à mettre au point, c'est-à-dire qui demande une partie d'abord artistique et esthétique, mais une partie éditoriale avec des angles. Vous avez une ligne éditoriale ? Oui, on a une ligne éditoriale qu'on ne peut pas résumer en 2 phrases, et puis qui est aussi vivante. C'est-à-dire cette ligne... elle s'incarne plutôt dans, d'abord, ceux qui dirigent la rédaction et les programmes. C'est-à-dire, principalement, c'est moi et mon associé David qui dirige la rédaction. Puis ensuite, les auteurs, ou d'ailleurs, d'abord les auteurs. Oui, qui nous amènent les idées, qu'on va confronter, qu'on va essayer d'accompagner. Donc, en fait, c'est un travail d'élaboration un peu lent pour arriver en cohérence avec un corpus déjà existant et qui évolue. Les couilles sur la table, c'est une création de Victoire Toyon. Elle dit, il faut faire un programme sur les masculins, un programme féministe sur les hommes. Bon, je lui dis, super, bonne idée. À l'époque, on n'avait pas l'argent pour le faire, mais on lui a dit, reviens quand on a de l'argent. Puis finalement, elle fait un programme pour Arte Radio qui s'appelait « Et là, c'est le drame ». Et j'écoute ça, je dis, mais elle a vraiment du talent, c'est génial. Donc, je la rappelle, je dis, viens, on va essayer de faire ce programme quand même. Et donc, on la paye en pige, mais c'est elle. Et nous, à ce moment-là, on l'accompagne techniquement.
puis on écoute pour le montage, puis ensuite elle progresse, puis ensuite elle a une idée plus précise de ce qu'elle veut faire. Donc en fait, derrière, sur cette base-là, elle imagine 2 ans après Le Cœur sur la table, qui est un projet documentaire. Et donc, en fait, on va dire, la ligne, c'est la connaissance qu'on a de nos audiences et ce qui peut marcher. La connaissance de la concurrence et ce qui peut permettre de s'en différencier. Les envies qu'on a, ceux des auteurs, mais également des dirigeants. C'est-à-dire, en fait, en disant, ça, c'est un bon sujet, ça l'est pas. Ça, c'est un bon angle, ça l'est pas. Voilà. Et puis, la qualité des équipes techniques et des équipes de production pour arriver à faire un produit qui fonctionne. Donc en fait, par exemple, la place du montage ou du design sonore, du mixage ou de la musique originale. On a fait une série avec Sarah Vildeuil sur les enfants de la Creuse. Et donc, il y a une musique originale qui est commandée à Maya Kamati, qui est une interprète, une artiste, compositrice réunionnaise. En fait, c'est 30% de l'émotion qui se dégage du programme. En fait, voilà, c'est pas 30% du travail, c'est 30% du résultat. Ouais. Et donc, tout ça crée une ligne. Ça crée un son. Ça crée donc parce qu'on travaille dans les mêmes référentiels. Voilà, il y a pas de, on peut pas le résumer, l'écrire. Et un nouveau qui arriverait, on peut pas lui dire tiens prends le cahier, il y a marqué tout ce que va faire Binge. C'est quand on se met dans les pas de ceux qui étaient là avant, quand on propose, quand on passe à travers le filtre de la production et de la réalisation, quand on passe à travers le filtre de l'édition, tout ça, on va dire qu'on fait du binge. C'est un gabarit vivant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, je pense que tout le monde travaille un peu comme ça, en faisant des tentatives de temps en temps, en disant. Et des fois, on travaille des nouveaux auteurs, puis on écoute, on dit ah ça c'est marrant, ça fait pas trop binge. Puis on se dit ah ça fait un peu France Culture, ça fait. Ce qui est pas dévalorisant, c'est au contraire. Non, c'est. Et on dit tiens parce que c'est une autrice qui a travaillé par exemple pour France Culture, donc on se dit il faut peut-être le montage, on va le faire autrement. Nous, on a des jeunes réals qui ont 22, 25 ans. Donc eux, ils montent pas pareil que les réals de Radio France qui ont 50. Donc ils vont utiliser davantage de musique de soutien, ils vont monter autrement, ils vont avoir des idées que les autres n'ont pas. Voilà. Et donc c'est ça qui fait l'offre. Après, derrière, je dirais, ce qui fait la force d'un média, c'est sa capacité à être attractif pour des talents et des auteurs. Donc, ce qui nous différencie, c'est la capacité qu'on a de faire venir les bonnes personnes chez nous pour les bons programmes. Ouais. Et de faire les bons choix. Des fois, vous investissez sur un contenu et puis c'est pas bien ou c'est pas écouté. Bon, donc, je dirais qu'on est tous dans un ensemble qui va quand même travailler vers une audience qui est plus jeune. Binge Audio, c'est l'âge moyen 30 ans, à 70% des femmes, 80% moins de 35 ans. Je pense que c'est à peu près le cas de mes concurrents qui travaillent aussi dans cet environnement-là. On se partage beaucoup, les auditeurs. Les gens ils disent ah, et puis souvent ils ont du mal à attribuer. Ils disent ah, j'adore Transfert chez Binge. Je dis bah non, ça c'est Slate. C'est Slate. Donc il y a ce truc, voilà, on est. Mais par contre, quelqu'un qui est habitué. Donc nous aussi, on a travaillé l'identification. On a fait une signature commune audio qu'on a confiée à Jean-Benoît Dunkel, qui est notre voisin d'ailleurs de studio, et donc qui a fait une petite note qu'on entend devant tous nos programmes. Voilà, on signe visuellement, on fait gaffe à ce que les gens puissent attribuer pour créer une marque, créer une empreinte. Donc, je dirais qu'on est sur le même territoire. Des fois, on se concurrence sur le même territoire avec des sujets connexes. Mais la façon de faire va se différencier. C'est la différence entre le Figaro et le Monde. Ils vont travailler, ils vont parler de la Russie tous les deux, mais des fois de même niveau de qualité, mais avec un ton, une patte, un style qui est différent. Ok, écoute, très clair. Et en même temps, tu leur parles à tous ces confrères et consoeurs, je le disais. Oui. Je voulais qu'on parle un peu du PIA. Donc c'est une association. Non, c'est un syndicat. C'est un syndicat. Ouais. Syndicat des producteurs, podcasteurs indépendants. Oui, tout à fait. C'est un syndicat de... Ça n'existait pas, il fallait le faire. C'est un syndicat patronal, comme on peut dire. En fait, on s'est dit collectivement, parce qu'on se connaît, le fait d'être concurrent, c'est aussi le fait de discuter ensemble. Comme chaque fois qu'on entreprend, on finit par être un peu esselé. Et des fois, c'est toujours rassurant de discuter avec même des concurrents parce qu'on partage. Et j'invite à le faire tout le monde. Voilà. Ça parlait avec Bien sûr, mais c'est essentiel. Souvent, les gens ont peur que discuter avec un concurrent va l'instruire. Mais en fait, tant mieux parce que en fait, on va s'instruire de trucs dont on gagne du temps. On va jamais
rendre un concurrent compétitif contre soi-même. En fait, on va l'aider à être compétitif contre autre chose. Mais en fait, comme tu le disais, on développe l'usage, on développe un marché. Là, le podcast, il faut se serrer les coudes pour aller faire grossir. Et en fait, le syndicat, ça vient du constat que une partie de notre destin, il est lié à nos décisions, à nous, dans nos entreprises. Ça, c'est la conduite opérationnelle de nos boîtes. Mais il y a une partie du destin qui est collective, c'est-à-dire sur la capacité à faire en sorte, d'abord, de mettre en place un référentiel social commun, référentiel contractuel, à obtenir un contexte réglementaire, d'aide, etc., qui nous permettent de favoriser le marché. Quand je disais, par exemple, on est le seul secteur qui n'est pas aidé. Alors que le cinéma l'est, alors que le spectacle vivant l'est, alors que tous les autres secteurs... Donc, c'est un intérêt qu'on a conjointement. Et donc, pour obtenir, nous, des résultats, on a besoin d'être considérés par les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les autres syndicats patronaux, l'État, bien sûr, les syndicats de salariés, etc., pour travailler, pour être représentatifs. Et donc, du coup, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, donc on a constitué un bureau syndical, on se réunit mensuellement, et on a mis en place, d'abord, ça permet de se connaître, d'identifier les enjeux. Les enjeux, nous, c'est aide à la création, donc ça, c'est donc crédit d'impôt et aide à la production et édition. Et puis aussi une question d'enjeu de loyauté de distribution. C'est-à-dire faire en sorte que les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple, qui distribuent les podcasts, participent au financement de la création. Elles le font indirectement en nous commandant des programmes, mais par exemple, elles ne rémunèrent pas les auteurs pour les droits de diffusion, etc. Donc en fait, c'était aussi un moyen... individuellement face à Spotify ou à Apple, je ne suis pas grand-chose. Là, maintenant, vous êtes tout petit, mais un peu moins. Mais on est tout petit, mais à plusieurs. Bon. Ouais. Et par ailleurs, même pour discuter avec les différentes instances, voilà, on a besoin d'être regroupés. Donc en fait, on a créé un syndicat. C'est un acte de responsabilité. Ensuite, évidemment, on a mis en place... d'abord, on partage les infos. Quels sont vos types de contrats? Comment ça marche? On a organisé assez tôt des rencontres avec les auteurs, en disant, parce que les auteurs, ils signent des contrats, ils savent pas de quoi ils parlent. Pareil, voilà. Ils savent pas. Donc, il faut qu'on développe un discours commun, des pratiques communes et qui sont évidemment conformes donc au droit du travail, au droit contractuel, etc., et dont les termes sont plus ou moins validés par, je dirais, les représentants d'auteurs. Ça, c'est une difficulté parce que il y a pas ou peu d'organisations d'auteurs de type syndical. Vous avez les sociétés de gestion collective, mais vous avez pas de syndicats comme les syndicats de salariés, par exemple, de SNJ ou autres. Donc, du coup, voilà, on discute de manière informelle. En tout cas, on essaie. On a publié, par exemple, un guide de bonnes pratiques sociales et contractuelles. C'était pour dire, voilà quels sont les termes des sociétés de production, voilà comment on travaille, un lexique, voilà ce qu'on appelle un droit de diffusion, un droit d'adaptation. Les auteurs sont très nombreux, même des fois, à méconnaître leurs droits. Le droit du numérique et le droit de la propriété intellectuelle, il est très technique. Et des fois, un auteur, il ne sait pas, est-ce qu'il doit être adhérent à la SCAM? Qu'est-ce que ça paye? Qui? Où? Dans quel ordre? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il doit signer? Quels sont les avaloirs qu'il est en droit de demander pour cession des droits d'adaptation? Que veut dire une cession de droit? Bon, tout ça, c'est très complexe. Et donc, ça demande à ce qu'on produise, en fait, une matière, un référentiel qui permet à tout le monde de comprendre de quoi on parle. Ok. Très clair. En parlant de social, en octobre 2021, il y a Mediapart qui avait fait une enquête sur des studios indépendants de podcasts, dont Binge Audio et d'autres, où le climat de travail était chargé, il y avait des burn-out, de la précarité aussi, puisqu'il faut le dire, tu l'as dit, hein, ça reste une économie précaire. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que le PIA, justement, c'est un des sujets dont il s'est emparé? Alors bien sûr, on n'est pas insensible en fait, évidemment, à ce qui peut être dit ici ou là, indépendamment des situations individuelles sur lesquelles on s'est expliqué dans les pages de Mediapart. Le PIA, on investit à environ 2 millions par an dans la rémunération des auteurs et des autrices, donc en salaire chargé de différentes natures, en permanent et intermittent. Donc on fait, pour Binge Audio, on doit faire peut-être 500 fiches de paye différentes par an. Ouais. Donc on est des emplois. Alors des fois c'est 80 balles, des fois c'est des salaires plus importants. Enfin, je veux dire, bon. Donc on est employeur, on a une responsabilité d'employeur. Alors si vous me posez la question, est-ce que dans le secteur du podcast, on a des pratiques qui sont pires que celles d'autres secteurs culturels comparables? La réponse est non. On est logé aux mêmes enseignes, c'est-à-dire les pratiques individuelles des uns et des autres, les contentieux
quand on parle de contentieux, etc., il y en a, il y a effectivement dans l'enquête, on parle de situations de prud'homme, des choses comme ça. Bon, donc ça, non, on n'est pas plus, il n'y a pas plus de problèmes de questions de burn-out ou d'autres qu'ailleurs. Si ce n'est quand même, malgré tout, que le confinement a quand même particulièrement fragilisé les entreprises et les salariés. Qui sont souvent jeunes en plus, dans les studios de podcast. Donc, ça, c'est pas une excuse, mais effectivement, c'est un sujet qui est réellement un sujet de préoccupation en tant qu'employeur. Hein. Nous, on a des salariés qui ont été touchés. Et du coup, c'est une période qui n'a été pas facile. Donc, on n'est pas pire que les autres, loin de là. Est-ce qu'on est meilleur que les autres ? La réponse est non aussi. C'est-à-dire, on n'est pas meilleur. C'est-à-dire, on a, comme dans n'importe quelle boîte, effectivement, des cas qui peuvent être des situations de contentieux, de conflits, de désaccords, qui se tranchent ou pas, et effectivement, dont l'article de Mediapart mettait la loupe sur certains. Je ne vais pas le commenter l'article, parce qu'en fait, la plupart des gens qui étaient mis en cause se sont expliqués dedans. Ouais. Et je pense que comme tout nouveau secteur, c'est normal que la presse qui est libre puisse demander des comptes, mais tous les anciens secteurs aussi. Je veux dire, si on demande des comptes à Orpea pour la façon dont ils traitent leur personnel, on doit pouvoir les demander au studio de podcast. Donc nous, en fait, on a dit, très bien, demandez-nous des comptes. Donc effectivement, on a donc du coup individuellement répondu aux questions qui étaient posées. En l'occurrence, dans l'affaire de Binge Audio, nous, on n'a jamais fait l'objet ni de plainte devant aucune juridiction prud'homale ou autre. Après, oui, on a eu des désaccords avec des collaborateurs, collaboratrices. Il y a eu des sections de contrat. Oui, bien sûr. On a eu chez Cosa Vostra, ça arrive partout dans toutes les sociétés. Et forcément, et après, derrière, donc notre responsabilité d'employeur, c'est de dire... voilà, on est des employeurs, on respecte bien entendu, enfin je veux dire, je vois pas qui dirait le contraire, on respecte le droit du travail, mais surtout on va aller au-delà, c'est-à-dire on va faire acte de transparence dans la façon dont on contractualise avec les gens. Voilà. Et d'ailleurs, c'est engageant, c'est-à-dire pour être membre du PIA, il faut s'engager à respecter ces bonnes pratiques sociales et contractuelles. Après, tout ce qui concerne les questions managériales, ça c'est du ressort de l'entreprise, et je dirais que chacun doit obtenir réparation de préjudice qu'il aurait subi. Voilà. Normal. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu start-up, tu vois, dans ces studios, où c'est des petites boîtes, des jeunes entrepreneurs, souvent, et en fait, on en a lancé quand même pas mal, on bosse dans les startups. Donc c'est vrai que c'est... Oui, mais c'est pas grave en soi, en fait. Tu vois, c'est pas pour attaquer l'article de Mediapart, tu l'as dit, s'il y a des sujets, il faut les traiter, mais c'est vrai que dans des jeunes entrepreneurs, n'ont pas forcément une... Alors toi, t'en as un peu plus d'expérience, mais peut-être pas non plus en tant qu'entrepreneur, t'as pas 20 ans d'expérience d'entrepreneuriat, enfin quoi que t'étais indépendant assez tôt. Mais en fait... Mais donc, tu vois, moi je peux comprendre que dans une boîte, tu demandes beaucoup, que t'as envie, t'as de l'ambition, tu te lances. Il faut différencier la phase du début, dans lequel il y a de l'adrénaline et de l'investissement, voilà, et à un moment donné, c'est pas un système qui doit être pérenne. C'est-à-dire le système pérenne, c'est un système qui respecte les droits du travail, les temps de repos, le dialogue social, etc. Donc nous, à Binge Audio, on a été les premiers il y a bien longtemps à mettre en place un CSE, parce qu'on avait dépassé 11 membres permanents, donc on a des délégués du personnel, des représentants syndicaux, un dialogue social réel sur des questions de conditions de travail, comme à l'époque de Radio France, hein, sauf qu'on est moins nombreux autour de la table, et c'est normal. Et en fait, à un moment donné, on doit se conformer à une pratique vertueuse d'employeur. Alors après, on a des désaccords sur le taux de télétravail, des questions... le salarié, il est en mesure de demander, de dire, j'ai besoin de récup, d'heures sup, de tickets resto, et l'employeur lui dit, ok, je vais voir ce que je peux faire, et puis d'essayer de trouver un compromis. Mais ça, c'est dans n'importe quelle boîte. Je dirais que moi, je n'adhère pas au discours qui veut que les start-up sont forcément des mauvais employeurs. C'est-à-dire, passer la phase, je dirais, de montée en charge, ils doivent adopter des pratiques vertueuses, parce que sinon ils usent les collaborateurs, et par ailleurs ce qui s'applique à EDF ou à la Poste s'applique aussi, je dirais, aux startups. Bon, voilà, simplement c'est une histoire de responsabilité, c'est une histoire aussi de dialogue. C'est pas toujours facile
notamment dans des boîtes qui emploient des jeunes gens, pour qui nous c'est leur premier boulot. Des fois aussi, ils mettent du temps à voir jusqu'où ils ont peut-être trop travaillé. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre la parole pour éventuellement contester des choses? Oui, et puis ils sont peut-être passionnés aussi par les sujets. Tu vois, je pense à des studios comme Louis Podcast, c'est féministe, où il y a des causes, c'est des jeunes qui sont très engagés. Tu vois, il y a une espèce un peu de décorrélation entre je fais un job passionnant, etc. Et puis en fait, c'est un vrai job et effectivement, tu dois quand même compter tes heures. Il y a un truc qui est en particulier lié, non pas au monde de la start-up, mais au monde des médias, et notamment quand vous travaillez sur des sujets société, c'est que vous avez une source de stress supplémentaire qui est liée au sujet que vous traitez. Donc, quand vous traitez la question de la domination masculine, des violences sexuelles, des agressions et du patriarcat oppressif, etc., vous pouvez éventuellement, au bout d'un moment, ressentir une certaine fatigue morale et une désespérance, un pessimisme. Par ailleurs, quand, pour certains ou certaines des auteurs ou des autrices, vous portez des sujets, vous faites cause avec ce sujet et au bout d'un moment, les auditeurs, auditrices qui sont très attachés à vous vont être dans une posture où, on va dire, il n'y a pas de séparation des deux et ça crée une charge mentale qui est lourde. Donc, vous avez des auteurs et des autrices qui... voilà. Et par ailleurs, la production de contenu ne peut pas obéir forcément aux règles du temps de travail posté de 8 à 17, puisque vous y pensez jour et nuit, puisque vous êtes en montage tard, parce que vous avez une source de stress. Et quand on tient compte, notamment quand on parle de celles et ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire qui sont derrière le micro, ils sont en plus exposés, ces deux figures publiques, et donc du coup, ce qu'ils vont dire, ils ont aussi la responsabilité et ils doivent assumer ce qui va être dit pour le présent et le futur, et des fois, ça crée une tension supplémentaire. Donc ça, c'est vrai que... et par ailleurs, c'est des gens qui ont les mêmes faiblesses humaines que vous et moi. Donc, c'est une source de stress importante qui peut créer effectivement des situations, je dirais, de trop-plein émotionnel, de burn-out, etc., qui ne sont pas forcément bien pris en compte. Voilà, sur lequel peut-être il y a une réflexion à mener, sur lequel nous, on n'est pas irréprochable. C'est-à-dire, il y a des salariés ou des collaborateurs non permanents qui, se retrouvant dans ces situations, rencontrent des difficultés parce que c'est un métier dur. C'est un métier dur d'être au micro. Et c'est pas que du management, c'est pas que des horaires, c'est que c'est un métier dur, c'est un média et des fois sur des sujets et là, je pense lourds. qu'il faut inventer d'autres formats. Faut peut-être là, c'est la limite du droit du travail. Il va pas donner la réponse. Donc, il faut inventer d'autres formes. Peut-être au PIA où justement vous pouvez réfléchir sur ces sujets-là. Je pense que c'est le problème. Le droit du travail, il est fondé sur une organisation du travail qui est celle de l'industrie du 19e. Et peut-être ces métiers numériques et intellectuels, voilà, c'est pas adapté. Donc, je pense qu'il y a un truc à bâtir qu'on n'a pas trouvé encore et qu'il faut faire avec les auteurs, les autrices. Nous, voilà, c'est une source de questionnement. Bien sûr. On n'a pas forcément trouvé la parade. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie d'anticiper et on donne toujours priorité aux collaborateurs pour lui éviter de se retrouver dans une situation délétère. Mais des fois, on le voit pas, notamment pendant le confinement, on l'a pas vu. Non, c'est ça, c'était un peu un cocktail écoute, très clair, merci de ta transparence là-dessus. Pour reprendre un peu de hauteur sur le marché du podcast et parler des choses plus positives, peut-être, c'est quoi pour toi les grandes tendances on a parlé un peu de premium, mais les grandes tendances qui pointent le bout de leur nez sur le marché du podcast? Je dirais que là, je reviens de Radio Days, j'étais à Malmö, en Suède, où il y a les podcasts du monde entier. Tout le monde, en fait, dit ce qui marche, c'est humour, sport et true crime, mais ça fait 5 ans, 10 ans que c'est la même chose. Donc, tout le monde est désespéré. Mais effectivement, vous faites un podcast sur des histoires criminelles. La ficelle, elle est grosse, mais ça marche toujours. Les gens sont passionnés par ça. Ça marche. Donc, nous, on en fait aussi un peu comme ça. Bon, on a fait à la sauce binge, mais c'est vrai, on a fait Jack l'Éventreur, on a fait Monique Fourniret, enfin voilà quoi. Ça marche. Et si vous en faites encore aujourd'hui, demain, il y a de la place, ça va pas changer. Il y a une montée en charge pas mal des indés qui étaient déjà présents, mais du coup, on assiste un peu alors soit des anciens youtubeurs ou des youtubeurs en activité qui se mettent au podcast, soit des gens qui sont justement des talents qui naissent sur le podcast, mais qui sont pas des éditeurs comme nous avec 8 programmes,
mais qui sont des gens qui travaillent à leur compte, qui ont un programme et qui le font tout seuls et qui le font très bien avec des gros volumes en fait. Donc ça c'est intéressant. Ça vient compléter le panel. Ça rend du coup l'offre beaucoup plus foisonnante. Il y a ça. Et puis, je dirais, donc, dans les tendances en cours, après, je dirais, pour que le marché progresse, il va falloir qu'il devienne un peu plus technologique. Donc, qu'on ait davantage d'outils et de services qui permettent de faire du meilleur speech to text, de pouvoir aussi avoir des versions transcriptes mieux faites, du coup de la sémantique, de la détection de noms propres, d'entités nommées, des qui choses comme permet ça. de taguer les contenus, que les podcasts soient mieux référencés in fine. C'est ça. Donc la question, et du coup ça se passe par de la technologie, c'est-à-dire transformer ça en texte crawlable. Qui soit référençable, dans lequel on puisse appliquer des algorithmes pour pouvoir créer de la découvrabilité un peu mieux que les derniers épisodes auxquels vous êtes abonné. Spotify, par exemple, eux, ils font manuellement. Il s'appelle Mondaily, c'est-à-dire vous avez votre playlist avec des suggestions et puis ils mettent dedans, ils poussent des podcasts. Donc en fait, là, ils exposent des podcasts sur des carrefours de trafic d'écoute, linéaire, passive. Ouais. Bon, on va assister, je pense, à une relinéarisation d'une partie du délinéarisé, des offres. Et puis il y a des acteurs qui ne sont pas encore sur le podcast qui vont y arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, les radios, ils ne sont pas réellement, à part avec le rattrapage. C'est-à-dire, il y a peu de natifs qui est fait dans les radios, même les meilleurs, en proportion. Donc je pense que là aussi, il y a des choses qui vont se passer. Et en termes de plateforme, on voit quand même qu'elles ont pris la main sur la monétisation, il y a des exclusivités, etc. Est-ce que tu peux rester agnostique ou... Alors oui, non, un point qui va être important, c'est que les plateformes qui font de la vidéo, c'est-à-dire les Netflix, Salto, etc., à mon avis, vont faire de l'audio. C'est sûr. Parce que, ça coûte pas cher. Et... C'était la stratégie Spotify, effectivement. Ça coûte rien si tu te contentes des Mais eux, ils sont dans l'audio. Oui, c'était plus naturel. Spotify, c'est pour une autre raison, c'est que ça leur permet... Enfin, comme Deezer et tout ça, ils font de l'audio, donc ça leur permet, avec le podcast, d'avoir d'abord plus de data sur les gens. Parce qu'en fait, du coup, on sait la thématique qu'ils écoutent. Si vous écoutez Madonna, vous écoutez Madonna, alors que si vous écoutez une émission de sport ou d'humour, publicitairement, c'est deux sujets différents. Ensuite, c'est que c'est des heures d'écoute. Alors, d'abord, ça leur permet de se différencier et créer des exclus, alors que le catalogue musique, ils ont le même. Ensuite, c'est des heures d'écoute aussi qui rajoutent et qui payent en flat price et non pas en proportionnel. Alors que chaque fois que vous écoutez un morceau, en fait, Spotify paye. Chaque fois que vous écoutez un podcast, en fait, en règle générale, soit c'est gratuit parce que c'est la reprise RSS. Ouais, c'est ça. Là, soit ils ont payé one shot à une exclue et puis plus à l'écouter. Et donc, du coup, par ricochet, ça leur permet quand ils discutent avec les maisons de disques, pour les royalties, de renégocier à la baisse. Si vous avez 7%... Ça dilue, en fait, la part des maisons de disques. Et donc, ils s'intéressent au podcast principalement aussi, pas que pour des raisons tactiques. C'est que si vous avez 7% de la plateforme où vous écoutez du podcast, vous allez voir Warner, Universal, et vous leur dites, je te paye 7% de moins. Ouais. Et là, on parle de milliards. Donc, en fait, c'est aussi pour ça. Donc, nous, quelque part, il y a un effet d'aubaine aussi qui s'intéresse au podcast, et on est ravis, parce qu'ils développent un marché. C'est-à-dire, en fait, le fait que Spotify, qui est la meilleure plateforme techniquement, enfin je devrais pas dire ça pour les autres plateformes, mais techniquement... Non, mais quand on a... Ouais, moi je suis sur Spotify, j'écoute tous mes podcasts sur Spotify, l'UX, tout est là. C'est ça. Et ça fonctionne super bien. Et donc du coup, c'est tant mieux pour nous, éditeurs. Ouais. Et donc tu penses les Netflix, les plateformes vidéo vont y aller aussi pour quasiment les mêmes raisons? On a déjà des demandes de plateformes qui font de la vidéo, qui nous demandent des programmes audio, des pilotes, des choses, donc ils vont y aller. Ça va. Je cite pas de nom, mais donc du coup, je pense qu'ils vont créer des petits corners, des trucs, voilà. A priori, ça me paraît logique. Eh ben écoute, on suivra cette tendance et ce sera évidemment hyper intéressant. On arrive au bout de cet épisode. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager, peut-être un podcast qui serait pas de binge, quelque chose que les auditeurs de Mediarama pourraient découvrir, qui ne connaissent pas? Alors, c'est la question toujours où je me dis, tiens, ça, il faudrait que je... Les choses que tu le recommande. Et puis, au moment où il faut le faire, je pense à rien. Moi, en fait, alors, deux trucs... Ça peut être une app, ça peut être un livre, ça peut être ce que tu veux. Des trucs qui n'ont rien à voir.
je vais recommander La vie de ma mère, qui est produit par Upian, qui est produit par... je connais qu'elle, c'est pas grave, ça va me revenir. C'est diffusé sur France 3 Haute-Normandie, puis ensuite c'est disponible sur la plateforme France 3 TV. Mariam Guissé. Merci. Je t'en prie, merci Internet surtout. Je suis allé sur le site. Donc... Du coup, voilà, je recommande ce film, qui est un film documentaire qui va sortir, qui est diffusé très bientôt sur France 3, donc Normandie, avant d'être disponible sur le reste des plateformes. Alors, il a été 2022 sur France 3 National. Voilà. Case l'heure D. C'est super. Mariam, on a travaillé avec elle elle a fait une série aussi pour Programme B sur les vacances en cité. Elle avait fait aussi, c'est disponible sur YouTube, voilà, comme ça j'aurais donné tout le pédigré, un film qui s'appelle L'amour en cité, avec un autre co-auteur, et c'est un film super que je vous recommande. Donc ça, voilà. Le film de Anaïs Volpe qui s'appelle Entre les vagues, qui ne doit plus être trop en salle, mais vous allez le trouver en cherchant. Elle a fait pour nous une série... qui s'appelle À mes amis sœurs, qui est disponible sur Le Cœur sur la table, mais son film vraiment super. C'est une jeune cinéaste que je suis depuis longtemps et dont on adore le travail, qui est très contemporaine. En vrac, des trucs plus mainstream, je pense un truc comme Drôle sur Netflix, moi je trouve ça intéressant. Ça s'arrête, je sais pas. Oui, malheureusement. Mais ça, je pense qu'il y a un truc à faire, peut-être à le reprendre. Je sais pas si tu peux les contacter, mais. Oh non, je pense qu'il y a ils ont, à mon avis, comment dire, ils ont mieux à faire. Mais ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est qu'il y a un truc très contemporain. Et on va retrouver ça, par exemple, dans Entre les vagues aussi. Et je trouve ça vachement bien. C'est une génération... finalement, nous, on arrive avec nos vieux schémas. Si on pitch le truc, on va se dire il y a de la concurrence entre eux, ils vont se faire des coups, tout ça. Parce qu'en fait, les arcs narratifs habituels, c'est toujours la concurrence qui est le moteur, en fait, quand on suit une bande comme ça, chorale, qui va percer dans un truc... Et en fait, dans Drôle, vous avez plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est de la bienveillance, et tous les trucs qu'on va anticiper, des schémas narratifs classiques, tiens là, il va se passer ça et tout, ça n'arrive pas, parce que les gens, en fait, sont comme dans la vraie vie, finalement, leur but n'est pas niquer la gueule des autres, c'est de faire en sorte qu'ils réussissent, et ils le font avec des maladresses, avec bienveillance, des fois, des trucs qui sont assez touchants. Et donc, cette série, en plus, est très bien écrite. Les parties, justement, moi j'aime pas le café-théâtre, mais du coup là je trouve ça super, c'est hyper bien fait, enfin le stand-up là, ça marche bien, c'est percutant, et les acteurs sont tous géniaux. Il y a des personnages un peu archétypales, mais on leur passe. Je trouve ça vraiment super. Et après, et voilà, je voulais en parler parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est surtout que je trouve que c'est une série de son époque. Ouais. Voilà. Alors je sais pas si tout le monde l'a vu, parce que si tout le monde l'avait vu, je pense qu'il y aurait une saison 2. Non, mais après, alors c'est révélateur d'un autre truc, c'est que les plateformes, parce qu'ils crament beaucoup de cash, et à un moment donné, se reconcentrent sur des trucs avec des qui peuvent marcher à l'international aussi. Voilà, donc du coup, on arrive à des programmes. Si Drôle peut passer à l'international. Non, et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on garde en France la possibilité de produire des œuvres locales pour le marché local. Parce que quand vous appliquez des critères marketing mondiaux, vous arrivez, je cite pas de nom et de plateforme, mais avec des œuvres qui sont beaucoup moins intéressantes. Et moi, je trouve que... Je vois ce que tu veux dire, en tout cas qui peuvent marcher, des Arsène Lupin, etc. Mais on est dans une espèce de globalisation. En tout cas, des trucs comme Drôle, il faut laisser la place à ce genre de programme qui marche que sur notre marché. Et c'est exactement, et puis c'est par ailleurs, c'est une proposition originale. Et je pense que la force, en fait, de l'industrie culturelle française, c'est qu'elle est capable de faire de l'offre, de la proposition originale. Tout trouve pas son public, mais dans l'ensemble, on a une industrie qui est prospère parce qu'en fait, on va produire pour notre référentiel culturel, on va produire des choses qui ne sont pas forcément attendues par le marché, qui vont surprendre. On est capable de financer ces tentatives-là et je pense que c'est important qu'on conserve ça. C'est pour ça que le podcast, moi, je trouve, c'est d'abord de l'offre, en fait. C'est-à-dire, sinon... Si en laboratoire, vous appliquez tous les critères du truc qui marche, vous allez faire effectivement du true crime, voilà, qui est fait comme ci, comme ça. Mais derrière, en fait, vous avez un produit générique et ou des produits, voilà, de licence, quoi, des trucs qui sont. Et en fait, c'est pas ça. Gérer un média, produire des contenus et des œuvres. Et Binge, c'est pas ça, donc. Et effectivement, voilà. Alors après, et puis pour terminer, parce qu'on est dans les recos, il y a un programme qui a gagné la compétition à longueur d'onde cette année qui s'appelle
Bon, le titre est un peu chelou, mais qui n'a rien à voir avec le programme. Il s'appelle 9h20 divorce, qui est en fait sur une histoire. Vous cherchez 9h20 divorce. Il est un peu compliqué à trouver, mais c'est un super programme documentaire sur l'histoire de la journaliste qui a sorti l'interview de Section d'Assaut, où ils avaient un peu de manière... ils avaient fait un peu de zèle et tenu des propos qui étaient un peu sortis du cadre, et qui leur a valu des problèmes et qui ont valu des problèmes à la journaliste ensuite. Et du coup, c'est toute l'exégèse d'une époque, à la fois grandeur et lâcheté, et c'est vraiment passionnant. C'est une enquête au long cours, terrible, très minutieuse. Et je vous conseille d'ailleurs l'article qui a été fait sur cette même affaire par l'ABCDR du son, qui est vraiment exceptionnel, qui est une enquête aussi. Alors c'est énorme, hein, c'est 300 000 signes, c'est une enquête colossale. Sur cette même affaire, ils ont retrouvé tous les personnages, tout ce qui s'est passé. Et voilà, et je terminerai par le dernier podcast qui est le Collimateur. Alors c'est un podcast qui n'a rien à voir avec ce dont j'ai parlé, qui est fait par Alexandre Jublin, l'Institut de recherche géostratégique, et c'est des questions militaires, de stratégie, de tactique, notamment en ce moment pendant la guerre en Ukraine. En fait, c'est que des spécialistes de la chose militaire, hein, voilà, et des généraux, ça. Mais des fois, il fait des incursions en pop culture où il demande à des pilotes de chasse de parler de Top Gun ou des choses comme ça. Et c'est passionnant, même quand, comme moi, vous vous en foutez de l'armée. Mais en fait, comme on est quand même dans une période où on est tout le temps en guerre d'une manière ou d'une autre, c'est utile d'avoir cette culture. On va un peu au-delà des évidences, quoi. Et c'est très pointu, mais très accessible. Bon, et écoute, je mettrai toutes ces recos dans les notes de l'épisode. Merci, c'était bien. Je t'ai demandé un truc cool et je pense qu'on part avec 10 trucs cool, donc c'est parfait. Merci de ton temps, Joël, et puis de ta transparence sur tous ces sujets, puis de porter le marché du podcast, quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup chez Cosa Vostra, on en fait pas mal. Et là-dessus, tu aides tout le marché, donc merci à toi. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.